Alors déjà en la préparant, elle n'a pas le même toucher. On sent tout de suite que c'est une autre pâte. Pour moi, elle est un peu moins grasse, hein, ce qui me semble normal d'ailleurs. Alors je ne sais pas si son toucher changerait si on la laissait vieillir. C'est sûrement à essayer. Sur cette terre-ci, j'utilise plutôt des émaux que j'utilise sur porcelaine. Des bleus de fer, des rouges de cuivre, des céladons clairs aussi. Le problème qu'on rencontre parfois avec la porcelaine, qui est une pâte que j'aime beaucoup aussi, hein, mais c'est que il faut la centrer très rapidement et la tourner très rapidement parce que la pâte se ramollit au fur et à mesure qu'on l'utilise. Ça, avec ce grès blanc, ce grès porcelainique, moi j'ai pas du tout rencontré cette difficulté. La pâte, on peut vraiment la tirer un moment sans qu'elle s'affaisse, sans qu'elle s'écrase. Du coup, il y a peut-être moins de contraintes qu'avec la porcelaine que j'utilise souvent aussi. Elle est certainement au toucher un peu moins, peut-être un petit peu moins grasse, mais ça n'empêche pas d'être quand même très plastique. Vous voyez, vous allez voir quand je l'ouvre, on peut vraiment la tirer et elle se tire très très bien. Mais c'est difficile hein, de décrire un toucher, un ressenti. Mais moi, ça serait ça que je dirais, c'est qu'elle est peut-être un peu moins grasse au toucher. Beaucoup avec un petit pied. D'autres terres blanches, faut souvent laisser beaucoup plus de pieds qu'on reprend au tournasage, mais là on a la forme très proche de la forme finale. Assemblée encore avec ce grès, mais par contre les pièces sur lesquelles j'ai rajouté comme ça des petites épaisseurs pour que l'émail joue dedans, j'ai eu aucun problème de décollement, donc je ne prends pas des précautions terribles pour coller. Ah, c'est fabuleux. Ah bah, je pense que vous pouvez être fier de votre terre. Je crois aussi. C'est une pâte qui a l'avantage, on verra quand on défonde, mais l'émail coule moins que les pâtes qui sont des pâtes à porcelaine. Donc il y a moins de risque de couler, notamment sur les rouges de cuivre qui pour être bien rouges doivent être très fondants. Et là j'émaille assez bas et assez épais. Et bon, il y a toujours un risque hein, que ça coule, mais il y a quand même moins de risques. Donc là, on voit bien les rétractions qui sont ouvertes sur l'émail en dessous, et puis le bleu de fer dont on parlait tout à l'heure, qui est donc ce blanc laiteux légèrement bleuté qui est posé sur l'émail au fer en dessous. Le rouge de cuivre, qui est une superposition de deux rouges. Les rouges de cuivre, je les fais souvent avec des superpositions parce que ça donne plus de profondeur à l'émail. Sans ça, je trouve que c'est parfois un peu plat. Et ça, c'est... Oh, on sent que ça descend, mais ça reste sur le tesson quand même. Cuivre sur le Langlade. Alors le Langlade qui, bien sûr, a un peu de fer dedans. Et on voit les différences.
dans la profondeur du rouge. Le rouge est très beau sur le Langlade, hein, mais il est beaucoup plus sang sur cette terre blanche. Alors ça, c'est plus le fabricant de terre qui peut nous expliquer, mais... oui, par exemple les céladons, comme celui-ci, je les fais presque que sur terre blanche. Donc sur porcelaine et maintenant sur ce grès blanc. Tout l'utilitaire, je le fais en Langlade, donc les bols, mais qui sont toujours émaillés. Hein. Là, j'en ai pas mal d'utilitaires de Langlade. Ça c'est la Langlade en utilitaire. Et les terres blanches, je les utilise plus pour des pièces qui sont peut-être plus décoratives, où l'émail je veux que l'émail soit vraiment assez resplendissant, enfin qu'il soit beau, qu'il soit le plus beau possible. Les rouges, ils sont... Et puis ce que je disais tout à l'heure, ils s'arrêtent. Hein. Les émaux clairs, les émaux céladoniques, cette bouteille-là, ça c'est un blanc au titane. Et c'est vrai moi je le préfère sur la terre blanche que sur le Langlade. Oh bah j'ai un rouge là ici, là. Ouais. Aussi. Ce qui m'intrigue et ce que je voudrais comprendre, c'est d'où vient la différence de toucher entre le grès Langlade et le grès porcelainique. Le premier étant vraiment très gras au toucher et le second, tout en étant plastique au tournage, je sens, même au moment où je prépare la terre, que c'est assez différent au toucher. Alors, la plasticité est liée à certains types de matériaux et la finesse globale. Dans le Langlade, il y a une partie organique. En fait, vous avez l'impression d'avoir quelque chose de plus gras parce qu'effectivement, on combine la finesse des particules plus l'action des matières organiques. Ce qui n'est pas le cas dans le grès porcelainique. Le grès porcelainique, lui, sa plasticité est inhérente à la quantité de kaolin qui est proche vraiment d'une porcelaine, mais surtout de la finesse de ce kaolin, qui se rapproche de certains types de kaolin australiens, dans le comportement. Et ensuite, il y a, d'où le nom grès porcelainique, effectivement une partie d'argile, qui elle a sa plasticité classique pour toutes les argiles, et qui donne quelque chose de pondéré dans sa réaction. Le gébélique, vous pouvez effectivement faire, comme on a vu, une vasque sans effondrement, parce qu'effectivement, il y a un côté dégraissant du kaolin et l'argile qui, elle, amène son rôle de plasticité. Et tout est une question d'équilibre. Et c'est dans le Langlade exactement la même chose, sauf que là, il y a une partie organique qu'on n'a pas dans une graine pâte blanche.